Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur notre antenne, la 7TV. Et ce soir, nous avons l'honneur aussi et le plaisir de nous entretenir avec professeur Abdoulaye Sakho. Professeur Abdoulaye Sakho qui est professeur agrégé de droit privé. C'est le directeur aussi de l'Institut Edge. Bonsoir, professeur Sakho. Bonsoir, Adia. Bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, nous allons démarrer cet entretien d'abord en nous inclinant à la mémoire de Joseph Koto, sélectionneur de l'équipe olympique du Sénégal, sélectionneur plutôt de l'équipe nationale locale, formation avec laquelle d'ailleurs il a eu à occuper cette deuxième place lors du tournoi le COSAFA Cup qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Joseph Koto, que certainement vous avez vu évoluer d'abord en tant que joueur. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parfaitement raison de commencer votre émission en rappelant et en nous demandant de nous incliner sur la mémoire de Joseph Koto. Effectivement, c'est une très grande figure du sport sénégalais, du football sénégalais en particulier. Et je l'ai effectivement vu jouer en tant que joueur. Il est peut-être un peu moins âgé que moi. Je suis plus proche du point de vue âge de son grand frère, Edmond. Qui a été le premier joueur d'ailleurs, qui a d'abord joué à la Jeanne d'Arc avant qu'on voie Bouchou arriver. Ouais. Bon, Dieu a fait que la loi de la nature, elle s'impose à nous. Voilà. Donc il est parti avant nous tous, c'est notre petit frère. Mais en même temps, je l'ai vu également évoluer en tant que dirigeant, en tant que coach. C'est quelqu'un qui était très, très amoureux de ce qu'il faisait, qui était très amoureux du football, qui était également très, très ouvert par rapport à tout le monde sportif. Ce qui l'amenait d'ailleurs de temps en temps à venir me voir dans mon bureau à l'université. On discutait de tout et de rien. Et il était très jovial, il était tout le temps très taquin. Donc vraiment, on ne peut que nous incliner et saluer sa mémoire en nous disant qu'il a porté très haut les couleurs du Sénégal, aussi bien en tant que joueur qu'en tant que coach. Et quand quelqu'un fait ce genre d'acte pour son pays, c'est quelqu'un qui mérite du respect. Et il faut respecter Koto, il faut le respecter parce qu'il a été international de football, il faut le respecter parce qu'il a été coach qui a amené le Sénégal également et le nom du Sénégal dans des endroits où peut-être même les diplomates de carrière n'auraient pas pu le faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles personnellement j'ai beaucoup de respect aussi pour tous les sportifs d'ailleurs de manière globale. Parce que ce qu'ils font, c'est des actes de très haute portée patriotique. Et donc Koto fait partie de cela. Je prie pour que le ciel l'accueille en son paradis et que vraiment on n'oublie pas. Voilà. Il ne faut pas oublier. Au Sénégal, on a tendance à oublier. Alors, par ma voix aussi, le groupe 3M présente ses condoléances les plus attristées. D'abord à son épouse, à ses deux enfants, Edmond et Charles, mais aussi au monde du sport sénégalais, africain, voire mondial. Alors, professeur, nous allons démarrer cet entretien d'abord avec cet ouvrage. Alors, intitulé « Regards croisés ». Et on retrouve à l'intérieur deux témoignages. Celui d'abord de Youssouf Agnay, d'abord en tant qu'acteur, il a été joueur. Et puis on a aussi le témoignage de Oumar Mbow. Oumar Djoum plutôt. Alors c'est du dedans et du dehors. Alors c'est une discussion d'un groupe WhatsApp de votre amicale, l'amicale des anciens élèves du lycée Blaise Diagne. Et d'une discussion, vous avez décidé de sortir cet ouvrage. Tout à fait. Tout à fait. La portée de cet ouvrage, ça nous ramène à Joseph Koto. Tout à l'heure, je vous disais qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut surtout pas qu'on oublie. Et donc cet ouvrage, c'est un défi contre l'oubli au Sénégal. On a tendance au bout de 10 ans, oublier tout ce que nous avons fait. Alors cette période, c'est une période très faste du sport sénégalais. C'est une période très faste du football sénégalais. Et les acteurs, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés. Je dis contre l'oubli parce qu'il faut se rappeler et se remémorer quelque chose qui est fondamental quand on est un pays de sport et quand on va en compétition. On a gagné lors des Jeux de l'amitié. C'était 1963. C'était 1963. Et comme je dis, aujourd'hui, malheureusement, il ne reste pas beaucoup d'acteurs de cette équipe-là. Je vais même les citer en vous demandant d'aller les voir. De la même manière que nous avons fait parler Youssou Ndiaye, je crois qu'il faudra faire parler El Hadj Malick Sy Souris, qui était dans cette équipe. Il faudra essayer d'aller faire parler Demba Choy, qui était dans cette équipe. Il faudra essayer de faire parler Yatma Diouk, le Saint-Louisien, qui était dans cette équipe. Je crois que c'est les seuls qui restent actuellement.
Il y a quelques jours, j'ai discuté avec un grand sportif, Yatma Diop, de Bouba Diakhao, qui était dans cette équipe-là, et il n'a pas arrêté de tarir d'éloges sur Bouba Diakhao. J'ai même montré la photo de Bouba Diakhao à un ancien sportif qui vit actuellement au Canada, qui a joué pour le Jaraaf, Cheikh Tidiane Diagne, qui ne le reconnaissait pas. Et pourtant, c'était lui un footballeur international qui ne reconnaissait plus Bouba Diakhao de 1963. Alors moi, je n'ai pas envie que ce qui est arrivé à cette équipe-là arrive à Koto également. Il faudrait qu'on ait l'habitude, qu'on prenne l'habitude de sauvegarder nos mémoires. Et un pays et un peuple n'est peuple que parce qu'il a de la mémoire. Et sur ce plan-là, ce livre, je crois, c'est une bagarre, c'est une bataille contre l'oubli. Contre l'oubli de ces personnes qui ont fait quelque chose de grand, contre l'oubli de ceux qui aujourd'hui passent leur temps à dire que le Sénégal n'a jamais rien gagné. C'est totalement faux. Au football, nous sommes les premiers à avoir gagné la première compétition d'envergure ici, en Afrique. Et au-delà même de dire en Afrique, il y avait même un pays étranger en Afrique qui s'appelait la France qui était là. Qui avait participé à ces Jeux. Qui avait participé à ces Jeux. Et la première victoire sénégalaise venait de là-bas. Mais on l'a oublié aujourd'hui. Et quand Youssou Ndiaye, qui était le meilleur buteur de cette compétition, qui était en même temps à l'époque étudiant en droit, qui a terminé sa carrière comme ministre, président du Conseil constitutionnel, disait dans cet entretien que lui, il avait mal quelque part, ouais, parce qu'il y a un manque de reconnaissance du Sénégal par rapport à eux. Et c'est cela, c'est l'une des raisons qui a amené ce petit groupe WhatsApp. C'est un petit groupe, hein, vraiment, c'est d'anciens amis qui étaient dans une cour de lycée, qui, en parlant de leur adolescence, se sont remémorés les Jeux de l'amitié. Moi, je ne l'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune, je n'étais pas au lycée à l'époque. Mais on en entendait parler et c'était une fierté de se dire que le Sénégal a battu la France et le Sénégal a pris la médaille d'or. Donc, Youssou Ndiaye, il disait qu'il avait mal qu'on les considère de cette manière-là. Donc aujourd'hui, nous avons voulu lutter contre cet oubli-là, et réparer une injustice, dire aux Sénégalais, regardez les Africains la tête haute, organisez-vous pour faire comprendre aux Africains que vous avez gagné quelque chose. On passe notre temps à dire que le Sénégal n'a jamais rien gagné. C'est totalement faux. Mais qu'est-ce qui explique cet oubli de ce pan de l'histoire du football sénégalais? Parce que pour certains, l'histoire du football sénégalais démarre presque en 19... C'est vrai, dans les années 60, mais à partir des Jeux d'Asmara. Oui, parce que tout simplement, après cette période, d'abord, ces gens-là, ce n'étaient pas des professionnels. La plupart d'entre eux sont allés faire autre chose. Mais en même temps, après, le Sénégal a sombré du point de vue résultat sportif. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut fustiger. Depuis 1900, depuis l'indépendance, à nos jours, là, 2021-2022, le Sénégal n'a pas un seul grand club de dimension africaine. On n'a pas réussi à avoir un club de dimension africaine. C'est d'ailleurs ce que Oumar Dioum a mentionné dans la seconde partie de cet ouvrage, de ce livre. Et là, on oublie aussi, on oublie ça. Par contre, on va taper sur l'équipe nationale en disant qu'il faut gagner la CAN. Vous n'arrivez pas dans votre pays à organiser le football de telle sorte que vous ayez un club qui va aller rivaliser avec les meilleurs Africains. Vous n'y arrivez pas. Omar Seck l'a réussi un peu avec l'équipe de Koto, justement, la gendarme. Ils ont réussi un peu, mais c'était très éphémère. Personne, je dis bien, malgré le fait qu'on dise qu'on a toujours eu de grands dirigeants du football. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réparer vis-à-vis de la génération actuelle. Ils passent leur temps à dire, oui, nous avons le meilleur football, nous avons la meilleure équipe, mais vous n'avez jamais rien fait. Jusqu'à présent, on a du mal à passer un tour de Coupe d'Afrique. D'accord. Ça veut dire qu'on gère mal notre sport. Professeur Sakho, nous allons revenir sur l'actualité de cette équipe nationale, mais on aimerait aussi revenir et un tout petit peu dépoussiérer ce pont de l'histoire du Sénégal qui est très important, parce qu'on a vu Youssou Ndiaye qui parlait. En fait, on a vu quand on lit la première partie, on voit quand même des prémices d'un professionnalisme de ce football. Ils étaient un regroupement d'abord, et puis après ils sont allés au lycée Van Vollenhoven. Ils ont disputé une rencontre extraordinaire. D'abord face au Cameroun, c'était exceptionnel au champ de course avant de revenir ici au stade de l'Amitié. Au stade de l'Amitié maintenant, oui, qui est le stade d'Emba Diop. Mais c'est passionnant, c'est un récit qui est vraiment passionnant. Oui, c'est un récit qui est passionnant et on doit tirer les leçons de ce récit-là. Et vous avez parfaitement raison de dire que cette équipe, d'après le récit de Youssou Ndiaye, parce que nous on n'était pas là, on ne l'a pas vécu, mais on l'a au moins fait parler. Oui. Je vous demande d'aller voir
El Hadj Malick Sy Souris, d'aller voir Demba Thioye. Ils vont vous raconter peut-être des choses. Et eux, il paraît que c'était l'ailier d'ailleurs qui a posé problème. Voilà. Eux pourront peut-être vous dire quelles étaient les clés du succès. Parce que depuis lors, on dit que le Sénégal ne gagne rien. Il y avait quelque chose qui les a fait gagner. C'était quoi? Et c'est peut-être ça, c'est ce que vous appelez ces prémices de professionnalisme-là. Ce n'était pas du professionnalisme, mais c'était de l'organisation. Parce qu'ils étaient un regroupement, voilà, pendant quelques mois. Il a fallu faire une sélection. Oui, d'abord. Des meilleurs. Cette sélection, d'après Youssou Ndiaye, il y avait eu des sélections régionales, Cap-Vert, Fleuve et tout ça. Ouais. Ensuite, ils ont pris les meilleurs. Une fois qu'ils ont pris les meilleurs, ils ont pris un entraîneur sénégalais qui était un éducateur. Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam, c'était un éducateur. Je crois qu'il a fait l'école Ponty et tout cela. C'était plus un enseignant que quelqu'un du monde du sport. Ils l'ont pris, ils l'ont associé avec quelqu'un qui était du monde du sport, qui s'appelait Bey, qui jouait en France déjà. C'était l'un des premiers CNF. Il s'appelait Bey Ilé. Et il y avait également Raoul Diagne, le fils de Blaise Diagne d'ailleurs. Et Youssou Ndiaye dit qu'il ne savait pas trop ce qu'il faisait là-bas. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Abdoulaye Thiam qui était venu. Donc après la sélection, il y a eu un staff technique de très haut niveau, des gens intelligents qui ont pu très très vite poser la question de la discipline. Parce que ça aussi, on le rappelle. Il y avait un joueur qui s'appelait, d'après les récits, qui s'appelait Ama Diaw. Il paraît qu'il était très fort. Très fort, mais malheureusement. Mais ils l'ont viré du regroupement pour des questions de discipline. Ouais. Ça veut dire que le coach, déjà, il tenait son équipe. Et c'est déjà une bonne chose. La troisième chose, cette équipe-là, dans cette équipe, on ne voyait pas trop de stars. Et ça, c'est Youssou Ndiaye qui le dit. Djoum également revient dessus. Il n'y avait pas ce star système-là. Donc, ils ont joué en équipe. Et jouer en équipe, je crois que c'est ça qui leur a permis peut-être de gagner. Mieux, quand ils étaient en regroupement, on ne voyait pas là-dedans ni les 12e Gaïndé, ni les ministres, ni des gens qui n'ont rien à faire là-bas. Ils étaient focus sport, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont gagné. C'est après seulement que les politiques les ont reçus. Et Youssou Ndiaye raconte là-bas que le président Senghor les a reçus. La médaille et une limonade. Voilà, pour vous dire... Tout ce qu'ils ont reçu comme récompense. Pour vous dire la dimension à laquelle Senghor attachait la représentation de votre pays. Bon, c'est Youssou Ndiaye qui raconte avec l'humour qu'on lui connaît, il rigolait. Il dit que lui, il était étudiant à la fac de droit, et Souris était étudiant, et Souris lui a dit Senghor nous reçoit, lui il dit que lui, il a des cours à rattraper. Bon, il révisait, et le lendemain, il voit Souris lui dit, mais toi, tu as été bien inspiré de ne pas venir, parce que finalement, on n'a eu qu'une limonade et une médaille collective. Bon, bref, c'est pour vous dire qu'à l'époque, ce qui était important, c'était la défense de son pays, c'était l'honneur de son pays. Et ils se sont battus pour cela. Ils ne se sont pas battus pour de l'argent. Ils ne se sont pas battus pour avoir de la situation. C'est vrai que le sport a évolué, le foot a évolué depuis lors. Ça, aujourd'hui, plus personne ne l'acceptera. C'est sûr et certain. Mais au moins, les prémices, en fait, les paramètres qui ont permis cette victoire, un encadrement technique, de la discipline, une bonne concentration avec les regroupements, comme vous avez dit. Ils ont quitté Ponty, ils sont allés au lycée Vanvo, ils se sont très bien concentrés et il n'y avait pas de c'est telle personne qui a sauvé, non. D'ailleurs, on a même oublié que Youssou Ndiaye était l'un des meilleurs buteurs. L'un des meilleurs buteurs. Aujourd'hui, quand quelqu'un, un seul, marque, le lendemain, vous voyez dans la presse, chez vous là, le professeur Sakho sauve le Sénégal. C'est moi qui ai marqué le but. Ouais. Alors, ils sont collectifs pour que Sakho marque. Il a fallu que tout le monde fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, on a individualisé ce football collectif et peut-être qu'on va y revenir, on passe notre temps à faire des récompenses individuelles. Meilleur marqueur, meilleur passeur, meilleur, je ne sais pas comment vous l'appelez là maintenant dans vos trucs là, les gens qui font les passes décisives. Ouais. Meilleur buteur, meilleur coup de tête, meilleur tacle. J'ai fait 150 récupérations de balles. Tant de clean sheet. Mais voilà, les clean sheets, ça tue le foot. Ça tue le foot qui est un sport collectif. Malheureusement, ceux qui le font, ils le font à dessein. Et ils savent pourquoi ils le font. Parce que ça augmente la valeur marchande des joueurs. Le football est devenu mercantile. Et quand quelqu'un a 20 clean sheets, il vaut plus sur le marché que quelqu'un qui n'a pas de clean sheet. Donc c'est un peu ce genre de choses-là qui fait de telle sorte que si les jeunes et les footballeurs ne sont pas bien assis, ils sont capables de dénaturer complètement leur compétition ou leur match parce que chacun va essayer de mettre son action personnelle à lui. Et ça dénature beaucoup de choses, surtout dans les équipes africaines. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Mais avant de passer à un autre sujet, peut-être la dernière question sur cette belle génération, parce qu'un grand monsieur comme Youssou Ndiaye, qui a été joueur, qui a poursuivi ses études, malheureusement, parce qu'à un certain moment, il a senti qu'il n'y avait pas de reconnaissance vis-à-vis de cette population, même s'il y avait une ferveur lors de ces Jeux de l'amitié 1963. Après, il a préféré les études au
sport, mais après il est quand même revenu au sport. Il a été ministre des Sports, il a eu à occuper beaucoup de postes au niveau du CIO, mais aussi au niveau de la FIFA. Mais avant cela, quand le Sénégal gagne une équipe comme la France, avec des joueurs qui évoluaient en Ligue 1 française, peut-être un joueur amateur. Et en 2002, on dit que le Sénégal, c'était la première fois que le Sénégal gagne une équipe de la France. Ça pose problème. Oui, effectivement, c'est une question de communication. Parce que lors des Jeux de l'amitié, à l'époque, le football n'était pas encore tellement professionnel. À un point tel que voir des joueurs... Mais il y avait quand même une victoire du Sénégal devant la France. Il y a non seulement une victoire du Sénégal, mais également cette équipe qu'on disait amateur de la France qui était venue ici, ils se sont tous retrouvés en jouer ce que vous avez appelé Ligue 1. À l'époque, on l'appelait Division 1. C'était la première division française. Ils se sont tous retrouvés à jouer là-dedans. Ça veut dire que les Youssou Ndiaye, ils ont fait, et les Souris, ils ont fait, mais vraiment, c'était un exploit qu'ils avaient réussi. Et ils ont gagné 2-0. Avec Youssou Ndiaye, il le raconte, le but le plus rapide de l'histoire. Bon, voilà, ce sont des choses qui sont là. Et d'ailleurs, ça leur a causé préjudice. Parce qu'après, vous connaissez les Sénégalais, ça n'a pas changé. Le public sénégalais, ils ont été convaincus que leur équipe est la meilleure au monde. Après les Jeux de l'amitié, ils ont fait match nul, je crois, avec l'Éthiopie. Les gens ont commencé à... Ils ont été battus par la Tchécoslovaquie, finalement, après... Voilà. On leur a jeté la pierre. Et Youssou Ndiaye, ça lui a fait mal aussi. Il dit que lui, il ne comprend pas comment ils étaient adulés. Et puis un beau jour, le public se réveille et commence à les huer. Ça l'a un peu poussé d'ailleurs à partir. C'est un peu comme Sadio. Il fut un temps, il était complètement la star. Ensuite, il a baissé. Les gens l'ont même appelé ça Alar. Maintenant, ça revient. C'est en fait ça le sport et le public sénégalais. Le public est très versatile. Très versatile. Et je crois qu'il n'a pas changé et il ne changera pas. Ça, c'est le public sénégalais. Il faut qu'on fonctionne avec. Mais par contre, ce que cette équipe du Sénégal a réussi, c'était vraiment un exploit, je vous le dis. C'était vraiment un exploit. Et ils ont marqué de leur empreinte le sport sénégalais. Et mieux, ils ont décomplexé. Parce que eux, les Souris et les Youssou Ndiaye, qui ont continué leurs études, parce que les autres ont continué à jouer au football. Et il le dit, je crois, là à l'intérieur. Youssou Ndiaye le dit à propos de Cheikh Thioune et tout ça. Yérim Diagne, qui a entraîné les Djaraf, qui a continué à jouer. Ils ont poursuivi leur carrière. Ils ont poursuivi leur carrière jusqu'au début des années 70, un peu. Ils sont partis. Bon. Mais certains d'entre eux avaient même joué 68, le fameux Aspara, dont les Yérim Diagne, voilà, ils ont un peu joué. Mais le Sénégal a toujours eu de grands footballeurs. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir, après ces Jeux de l'amitié, d'avoir ces trophées-là, que le peuple attend aujourd'hui, comme ils disent, le peuple attend un trophée depuis 60 mois, c'est comme ça que je peux le dire. Donc c'est pas seulement aujourd'hui. Alors en 63, on a gagné une Coupe d'Afrique. On a gagné, pour moi, c'est une Coupe d'Afrique. Et l'autre le dit, Youssou Ndiaye, il le dit. Il a même un peu tensé votre confrère Aboubakry Ba, qui était à l'époque à Canal. Il dit que lui, quand il entend Aboubakry, je lui dis bonjour en passage, quand il entend Aboubakry dire que le Sénégal n'a jamais rien gagné, Youssou Ndiaye a dit mais il est fou ce journaliste. C'est pas vrai, nous on a gagné quelque chose. Et Djoum également le dit. Donc, ça dit, il ne faut pas qu'on oublie notre histoire. Oublier notre histoire, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas un peuple. Ça veut dire que nous sommes juste un ramassis de personnes, une population de gens qui marchent comme ça. Mais si on n'oublie pas notre histoire, il y a de très fortes chances qu'on puisse avoir une histoire, on puisse avoir une identité. Or, l'identité, même dans le sport, ça manque. De temps en temps, on dit qu'il faut faire tel système de jeu, tel autre système de jeu, tel autre système de jeu. Alors que si vous prenez un pays comme l'Espagne dans le football, et même dans le sport globalement, ils ont une identité, on le sent. Vous prenez un club de football comme l'Ajax, vous sentez une identité là-dedans. Le Racing de Genk, vous sentez quelque chose là-dedans. Mais nous, on ne sait pas, on joue quoi. Alors c'est pour cela qu'on a 150 000 spécialistes qui sont là. Si vous décidez de jouer ça, il y aura 20 personnes qui vont vous dire c'est pas bon. Et donc si ça marche, ça va, ils se taisent. Mais dès qu'il y a un petit couac, un petit match nul, tout le monde se lève et dit que c'est pas bon. Voilà. D'accord. Alors, nous inclinons toujours à la mémoire de cette génération dorée. Et merci encore de ce rappel de l'histoire du football sénégalais. Le football sénégalais avait besoin de cela. Merci beaucoup pour cette très belle initiative. Alors, nous allons d'ailleurs nous appuyer de cet ouvrage, de ce livre, parce qu'avec quelqu'un comme Youssoupha Ndiaye, vous l'avez mentionné tout à l'heure, El Hadji Malick Sy Souris, ils alliaient
sport et études. Alors avec tout récemment cette histoire de mœurs entre un joueur sénégalais qui évolue en France, Sidi Sarr, nous sommes tentés de nous poser la question, professeur Abdoulaye Sakho, est-ce qu'il existe une formation du footballeur sénégalais? C'est une vaste question. Oui, je crois que, pour ne pas être trop heurté, je vais dire oui, on a une formation ici. Et on est très fiers d'ailleurs quand on dit tel jour a été formé à tel endroit, tel jour, tel endroit, tel jour, tel endroit. Oui, on a cela. Mais malheureusement, je crois que dans cette formation, on confond la quantité et la qualité. Faire sortir beaucoup de jeunes joueurs du pays, formés comme il dit au pays, ça c'est trop facile. C'est très facile. Ils vont dire, on les a formés. On a beaucoup de joueurs qui jouent ici, tel. Ça, on a formé des joueurs. On a formé, comme ils disent. Mais est-ce qu'on a formé des hommes? Grosse question. C'est pour ça que je dis qu'il y a la quantité et il y a la qualité. Aujourd'hui, quand vous prenez du point de vue quantité, je dis oui. Il y a le centre de génération foot qui fait beaucoup de choses. De ce point de vue, il transfère beaucoup de joueurs de l'autre côté, en Europe et dans les championnats plus huppés. Mais la formation, la vraie, elle demande beaucoup de choses. On ne l'a pas. Moi, je les ai observés. Celui qui ressemble à quelqu'un qui fait un peu de formation, c'est peut-être Djambar. Mais tout le reste ici, je crois qu'il se débrouille. Il se débrouille, il joue sur les talents. Quand vous avez un jeune de talent qui arrive chez vous, vous le transférez, celui-là, il progresse au contact de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça qui existe. Par contre, je ne peux pas vraiment dire de manière globale qu'il y a de la qualité dans la formation. Ça manque. Le football évolue au plan tactique. Le football évolue au plan des mentalités. Le football évolue au plan du management. Est-ce que les jeunes qui sortent là ont les éléments pour comprendre les évolutions tactiques du football quand ils sont dans un terrain? Est-ce qu'ils ont les éléments pour comprendre comment le football est managé aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont la mentalité pour faire face à tous les problèmes qui peuvent se poser, dont les problèmes de la vie? C'est malheureux, l'épisode dont vous parlez, de notre jeune international, qui a un problème actuellement en Europe. Il paraît que c'est en train d'être réglé et je prie pour que ce soit vraiment réglé. Parce que c'est un garçon qui a aussi porté le maillot de l'équipe nationale. Pour cela, je le respecte. Il y a quelques difficultés, on souhaite que ça se tasse. Mais malheureusement, est-ce que nous avons formé, est-ce que nous avons préparé des jeunes pour être des hommes, comme vous avez dit? C'est une question sur laquelle on peut disserter énormément. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En dehors de préparer techniquement et tactiquement des footballeurs qui sont forts au plan athlétique, nous c'est ça qu'on regarde. Il y a l'homme. Et l'homme c'est quoi? C'est celui qui peut faire face à tous les problèmes de la vie. Je ne suis pas sûr qu'on les fait. Je ne suis pas sûr que dans nos centres de formation actuels, on ait tout ce qu'il faut. Il y en a qui vont aller à l'école, c'est fort possible. Mais je crois que former un homme, c'est deux niveaux. Et le premier niveau, c'est l'éducation de base, c'est la famille. Si on est dans une famille dans laquelle il y a des valeurs, il y a de très fortes chances que vous ayez tous les paramètres pour pouvoir peut-être réussir en tant qu'homme. Donc la famille, elle est importante. Malheureusement, nos familles sont agressées aujourd'hui par les réseaux sociaux, par la télévision. On a beaucoup de mal et de difficultés. La deuxième chose, le deuxième niveau de la formation, c'est justement quelqu'un qui choisit de faire un métier de sportif ou de footballeur. C'est dans le centre de formation qu'on va le prendre en charge. Est-ce que nos centres de formation sont outillés pour former ces gens-là? Moi, je ne suis pas très sûr. Ce que je vois, je ne crois pas qu'ils sont formés ils sont outillés pour former ces gens-là. Est-ce qu'ils leur font faire tout ce que l'on demande ou ce que l'on demanderait pour devenir un homme et pouvoir évoluer et s'épanouir dans la vie? Je ne suis pas très sûr. Ici, ce qui se passe, on prend le talent, on s'organise pour le vendre très vite. Le vendre très vite, ça veut dire quoi? Je suis désolé de faire la comparaison et le lien, mais c'est un peu comme nos économies. Ouais.
Dans notre économie, nous sommes des pays exportateurs de matières premières qui ne sont même pas transformées. Ici, on a du talent brut, on l'amène, eux, ils le travaillent, et quelquefois, quand vous avez besoin de ce talent brut-là pour qu'il vienne jouer chez vous, ils vous posent des conditions. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec l'histoire du Covid, là. Ouais. Donc, vos internationaux, vous ne pouvez pas les avoir. C'est ça les problèmes aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que nos centres de formation, moi, je ne suis pas convaincu que de la manière dont ils sont organisés actuellement, ils soient préparés pour former des hommes. Je mets un bémol sur Djambar. Mais honnêtement, quand vous avez, quand vous avez un centre de formation dont l'objectif c'est juste d'exporter des joueurs, je ne crois pas qu'ils vont prendre le temps de former des hommes. Est-ce pour cela qu'on rate la plupart du temps, chez nous, la reconversion de nos sportifs de haut niveau? Ne serait-ce que cela. On l'a vu. Oui, ne serait-ce que cela. Et des fois, ils ont même du mal, cette fois-ci, à intégrer les différentes fédérations, ou CNG, ou CNP. On l'a vu, Youssou Ndiaye, qui est devenu un grand dirigeant sportif, Lamine Diack, et d'autres personnalités, Abdoulaye Seymoro. Mais maintenant, on a du mal à retrouver le Gotha, que ce soit peut-être avec Maître Augustin Senghor, qui est maintenant premier vice-président au niveau de la CAF, mais pour les autres fédérations, on a quand même du mal, professeur Sarr. Oui, parce que tout simplement, nous n'avons pas formé, encore une fois. Aujourd'hui, pour accéder à ces postes-là, il faut avoir un minimum. Nous, nos sportifs, on les forme pour être des sportifs, point. Ils sont forts techniquement, ils sont forts du point de vue de leur sport, mais en dehors de cela, on ne fait rien. On ne fait vraiment rien du tout dans ces centres-là. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on revoie un tout petit peu la politique de ces centres-là. On peut même pousser le bouchon beaucoup plus loin, en point tel qu'on peut retrouver ici des centres qui n'appartiennent pas aux Sénégalais. Oui. Ça peut arriver. Un centre qui appartient à un club extérieur, qui va venir piocher chez nous. Mieux, quand ils ont senti, la plupart des clubs européens, quand ils ont senti que c'est un modèle qui pourrait ne pas trop bien marcher, ils viennent faire des détections. Ici. Voilà, ils viennent faire des détections parce que la réglementation internationale interdit de faire des transactions sur les mineurs. Oui. Et quand c'est comme ça, ils font des options sur les jeunes ici et ils les laissent. Comme ça, on est sûr que... Voilà. Donc, il y a quelque chose qu'il faudrait que... on parle de fédération, mais je ne suis pas sûr que ce soit la fédération. Cette fois-ci, c'est du ressort de l'État. Ce sont des décisions politiques qu'il faut prendre. Quand je dis décisions politiques, ce ne sont pas des décisions de la fédération. Il faut qu'on arrête de parler de la Fédé. La Fédé, à mon avis, elle est en train de jouer son rôle comme il le faut. C'est une association, elle fonctionne comme une association, elle a des statuts qu'elle-même ne détermine pas d'ailleurs globalement, parce que la plupart des dispositions qui sont dans les statuts proviennent de la FIFA. C'est des statuts quasiment types. Oui. Donc elle fait son travail. Elle rend compte, elle fait son bilan financier, elle fait en sorte que les Sénégalais, où qu'ils soient, ils puissent avoir accès au football. C'est ce qu'ils pratiquent et c'est ce qu'ils veulent regarder. Ça, c'est le rôle. Mais par contre, quand il s'agit du marché, ça, c'est l'État. La Fédé, on lui a confié le soin de gérer le football de notre pays. La Fédé elle-même a créé une structure à côté et en disant, c'est vous qui allez faire le football professionnel. Et c'est ce football professionnel-là qui pose des problèmes aujourd'hui. Et c'est cette gestion du football professionnel qui pose des problèmes aujourd'hui. Ça a tellement posé de problèmes que les gens du football professionnel ont à un moment donné voulu prendre la fédération. Ça aurait été contre nature. Ce n'est pas leur rôle. Le service du football n'a rien à voir avec le marché du football. C'est des choses qui sont complètement différentes. Il faut qu'on se rende compte de cela. Et ça nous permettra peut-être d'avancer et d'éviter cette confusion de rôle que l'on fait régulièrement. Alors, nous allons d'ailleurs parler de ce symposium organisé par la Ligue sénégalaise de football professionnel. C'est vrai, c'est un pas assez important pour permettre peut-être de diagnostiquer les problèmes et peut-être de trouver des solutions. Mais pour vous, avec un football, surtout l'élite, chaque année, il y a une saignée importante, c'est-à-dire les meilleurs joueurs partent dans d'autres championnats, des fois même les championnats, d'ailleurs les championnats à côté, ici même, en Guinée, Mauritanie, même maintenant Mauritanie. Est-ce que vous croyez que ce football peut se développer, peut sortir de l'ornière? Non, il ne va pas se développer parce que nous avons un football résolument tourné vers l'exportation. Et quand vous êtes tourné vers l'exportation, ce qui est indoor, ce qui est à l'intérieur ne marchera pas et ne pourra pas marcher. Parce que tout simplement, le meilleur est dehors. Le meilleur est en dehors
c'est dehors, c'est le marché du dehors qui va le payer, c'est le marché du dehors qui va déterminer comment il doit être, c'est le marché du dehors qui va déterminer comment il doit jouer si c'est le football. Est-ce qu'il va faire un football tactique, technique, je ne sais même plus trop comment ils disent là dans leur jargon technique là. Donc c'est eux qui vont le dire. Et le jour où on a besoin de ces gens-là, on les appelle. Vous avez des joueurs qui viennent d'horizons différents. L'un joue en Espagne, l'autre joue en Angleterre, l'autre joue en tel. Ils ont des systèmes différents. Vous les regroupez pour 10 jours et vous voulez en sortir une merveille. Mais ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on a des difficultés, nous. Notre football est résolument tourné vers l'extérieur. Alors du coup, on n'a pas d'identité nationale de football. Je vous assure, hein, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, la direction technique nationale, les techniciens, mais moi je suis convaincu d'une chose, on n'a pas une identité ici. Donc, ce sont des techniciens qui se débrouillent et qui disent, bon voilà, l'équipe nationale va jouer de telle manière. Parce que quand vous prenez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des pays qui ont des centres de formation. Et ces centres de formation, dès les U13, ils commencent à développer une identité de jeu. Leur propre politique sportive. Ils développent leur propre politique sportive. Oui. Ils ont leur propre méthodologie, leur propre approche. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de copier les approches des autres. Pourquoi le Sénégal va prendre l'approche Manchester United? Pourquoi le Sénégal va prendre l'approche Guardiola? Pourquoi on ne peut pas nous développer notre propre approche? C'est parce que nous n'avons pas travaillé et nous n'avons pas mis les outils pour cela. Il faudrait des cellules qui travaillent sur la méthodologie. Une fois qu'on a travaillé la méthodologie, il faudrait des applications. Et ces applications, on les fait dans nos clubs. Et ça se fait dès les U8 minimes. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer. Comme le Maroc l'a réussi ou d'autres pays africains. Ils sont en train de le réussir. Oui. Ils sont en train de le réussir. Et du coup, quand eux, ils jouent, tu prends des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble. Même l'Algérie dont on parle, l'Algérie, elle comprend que c'est un pays également d'immigration comme le Sénégal. Mais l'Algérie, aujourd'hui, c'est I18 là. I18, je l'ai vu il y a quelques jours. Ils ont regroupé tous les petits binationaux, ils ont constitué une équipe U18 et ils ont joué contre la France U18. Ils sont en train déjà de les aider à avoir l'habitude de jouer ensemble. Et si vous avez l'habitude de jouer ensemble, je vous le dis, peut-être des joueurs, un seul, deux, peuvent gagner un match. Mais une compétition, c'est une équipe qui la gagne. Alors, on va parler d'ailleurs de l'équipe nationale, professeur Abdoulaye Sakho, parce qu'à chaque fois, lors des face-à-face du sélectionneur national Aliou Cissé avec la presse, nos confrères, à chaque fois, lui reposent la même question. Est-ce que peut-être par esprit de patriotisme, il devrait sélectionner un ou deux joueurs évoluant dans le championnat local parmi les 25 joueurs qui sont choisis par le sélectionneur national? Non, ça ne veut rien dire. Esprit de patriotisme, les jeunes qui sont en Europe, ce sont des patriotes. Ils ont la nationalité sénégalaise. Mais des fois, certains ne comprennent pas. Prenons le cas de Bamba Dieng. Lorsqu'il était à Djamba, le sélectionneur ne l'a jamais appelé. Mais là, il est à l'Olympique de Marseille. Automatiquement, il le convoque. C'est vrai, il a quand même démarré une excellente saison. C'est tout. C'est uniquement ça. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Je suis désolé, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un texte de quelqu'un qui s'est posé la même question et qui dit, est-ce que vous croyez que les performances qu'ont réussi Edouard Mendy, Koulibaly, Gana Gueye, d'avoir fait 2-3 matchs en Afrique avec des déplacements extraordinaires, ensuite venir jouer avec le club, les Ligues de Champions, est-ce que vous croyez qu'en une semaine, un joueur local peut faire ce genre de choses-là? Non, je crois qu'il faut être correct. Il faut être correct. La question ne se pose pas en termes de local. La question, elle se pose en termes de compétitivité. Mais peut-être le joueur local peut ne pas jouer, mais au moins qu'il s'imprègne un tout petit peu de ce qui se fait en équipe nationale, du haut niveau. Si vous estimez que l'équipe nationale c'est une école, oui, il peut venir s'imprégner et essayer de se former à l'équipe nationale. Mais je crois que l'équipe nationale, ce n'est pas un endroit où on doit aller se former. Moi, c'est mon avis en tout cas. Maintenant, si on veut faire du social aussi, parce que dans l'équipe nationale, quand tu y vas, il y a des primes. Si on veut aider certains joueurs à avoir un peu d'argent, ils viennent, ils sont remplaçants, après ils vont gagner les primes comme tous les autres. Soit on fait du social, moi je veux bien, soit on estime que c'est une école où on fait préparer les autres, moi je veux bien, mais quand il s'agit de compétitivité, on prend les meilleurs Sénégalais du moment. Un point, un trait. Et le meilleur Sénégalais du moment, ce n'est pas parce qu'il a une nationalité civile française, mais la nationalité sportive, ça existe. Parce qu'avec la sélection de Bouna Sarr, cette question de binational s'est aussi posée. Elle se posera toujours. Elle se posera toujours. Si ce garçon ou n'importe quel autre garçon accepte de prendre la nationalité d'un pays sportif, pourquoi ce pays s'en priverait? On va dire oui, parce qu'il nous a insultés.
Et après, il a insulté qui? C'est lui-même qui est en train de s'insulter parce qu'il avait fait un truc et il est en train de changer. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aller. Il faut positiver dans la vie. Mais nous sommes très négatifs au Sénégal. Et c'est ça mon problème. Globalement, la passion nationale, je dis bien, la passion nationale du Sénégalais, c'est la critique. Quand vous êtes en haut, on vous descend. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas dans le sport, hein. Chez les artistes, on descend celui qui est en haut. Chez les politiciens, on descend celui qui est en haut. Chez les intellectuels, on descend celui qui est en haut. Vous croyez que peut-être la même situation que vit le sélectionneur Aliou Cissé? Certainement, certainement. C'est même pas certainement, mais c'est ça, c'est cette situation que vit actuellement Aliou Cissé. Aliou est aujourd'hui l'un des coachs sénégalais les plus titrés au Sénégal. Quand on dit titre, c'est-à-dire en termes de victoire, la preuve aujourd'hui. Mais certains parlent quand même de Baraka, qu'il a à chaque c'est fois, tant mieux. Il a la chance de tomber sur des équipes supposées plus faibles que le Sénégal. Ça aussi c'est faux. Si aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal tombe sur des équipes supposées plus faibles, c'est parce que l'équipe nationale du Sénégal a travaillé pour arriver à cela. Vous savez, dans le football, les tirages, c'est orienté. Si vous êtes en haut, vous n'allez jamais rencontrer le deuxième. Ils s'organisent pour que les compétitions soient assez compétitives. On s'organise pour que les meilleurs se rencontrent dans les compétitions. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'équipe classée première, elle est toujours opposée à des équipes de bas de tableau. Regardez les éliminatoires de la Coupe du Monde en Europe, zone Europe. Vous jouez contre Andorre et Malte et vous allez en Coupe du Monde. Andorre, vous mettez 11-0. Vous jouez contre Malte, vous mettez 10-0 et vous êtes qualifié en Coupe du Monde. Ici, c'est encore plus dur. Donc, Ali a réussi cela. Il a réussi à se hisser à la tête du classement africain. Et donc, il ne rencontrera pas certainement dans des compétitions comme cela. Mais par contre, pour rencontrer moi, je suis le sélectionneur. Parce que tout le monde connaît nos relations. Je le suis. Et depuis le début, le premier match que Aliou Cissé a joué, c'était contre une équipe qui s'appelle le Ghana, qui était vice-championne d'Afrique. Il l'a joué au Havre. Vice-championne, je dis, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Début de Moussa Konaté, l'équipe venait d'être net, il a gagné. Le Ghana, c'est un petit pays. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On se qualifie pour la Coupe d'Afrique 2017. On fait des poules qui tombent dans la poule, des équipes qui étaient mieux classées que nous au classement FIFA. Algérie, Tunisie. 2 matchs, Aliou se qualifie. Troisième match contre l'Algérie, il met à la limite son équipe B. C'est comme ça que je peux l'appeler. Qu'est-ce que vous voulez? Sur la route de 2019, de la CAN, on rencontre le Nigeria en match amical. Le Nigeria, c'est pas un grand d'Afrique. On le bat. Et mieux, vous oubliez qu'il est allé en Coupe du Monde. Il a joué qui? La Pologne, 7e nation, nation du monde. Après le Japon, la Colombie. Après le Japon, la Colombie, des équipes qui étaient mieux classées. Mais les gens, ils ont, je crois, toujours l'habitude de chercher des poules là où il n'y en a pas. Je crois. Moi, c'est mon avis. Ce garçon, comme vous dites, il a peut-être la chance de gagner. Moi, j'en sais rien. Mais s'il a la chance de gagner, c'est que lui, il a construit ce qu'il faut pour gagner. C'est lui qui a sélectionné les joueurs. Parce que selon certains, ils l'attendent quand même face à de grandes équipes, hein, comme l'Algérie, le Maroc, peut-être la Côte d'Ivoire. Maintenant, on a vu quand même aussi un parcours, une très belle équipe de la Côte d'Ivoire, peut-être le Cameroun. C'est ce que beaucoup de spécialistes quand même. Bon, on n'a pas encore la chance de tomber sur eux. Eux, est-ce qu'ils souhaitent tomber sur nous? Le Maroc, ici, c'était un match amical. Est-ce que vous... C'est pour ça que je dis que par moment, les gens ne font pas d'analyse de match. Est-ce que vous avez vu que ce match-là, à l'heure de jeu, contre le Maroc, à l'heure de jeu, il n'y avait pas un joueur sénégalais qui avait plus de 3 sélections dans ce match-là. Même Ghana qui était au départ, il est sorti. Il fait ses essais. Il essaie des joueurs, il convoque des joueurs, il les prend, il les met là-dedans, on dit ça y est, il a perdu. Il vient jouer l'Eswatini ou je ne sais pas, le Congo ici, il fait ses essais, des matchs qui n'ont pas d'intérêt. En ce moment, le Sénégal était déjà qualifié. Voilà, donc c'est ça mon problème aujourd'hui. Attendez qu'il tombe à nouveau. L'Algérie, la défaite, la première défaite contre l'Algérie, ce n'était pas d'ailleurs l'Algérie de Belmadi. Et Belmadi a hérité d'un excellent groupe qui a été préparé par Christian Gourcuff. Le Sénégal est allé rencontrer l'Algérie. Comme le mettu en 2002. Un peu, à peu près. C'est eux, ces gens-là sont chanceux. Il rencontre l'Algérie à Alger. Et je me rappelle très bien ce match-là. C'était un match coupé pour l'entraîneur algérien, Gourcuff. Les Algériens n'en voulaient plus. Et je me souviens avoir parlé avec Aliou le matin du match. Il me dit, je crois que ce match-là, si on le gagne ici, ce gars, ils vont le dégager. Ouais. Gourcuff, il me l'a dit.
C'était un match comme ça, serré. L'Algérie a gagné 1-0 sur une action, comme d'habitude, anodine. On va dire, c'est peut-être ces actions-là qui font les grandes équipes. Mais c'est une perte de balle au milieu de terrain. Et ces pertes de balles-là, on n'en parle pas souvent. On tape souvent sur les entraîneurs. Mais quelquefois, il y a des attitudes de joueurs, moi, ça me pose des problèmes. Ça me pose des problèmes. Des attitudes de divas qui font de telle sorte que quand vous perdez une balle contre des équipes dont les attaques sont très talentueuses, c'est un but à tous les coups. À ce niveau-là, certaines erreurs, vous les payez. Et très très souvent, quand nous prenons des buts, très souvent, je ne suis pas technicien, mais je me rends compte que c'est souvent des pertes de balles, ou alors l'attaque a perdu la balle et l'attaque n'a pas fait le pressing pour aller récupérer la balle vite. C'est aller très vite dans la défense et la défense, elle se fatigue trop vite. Donc ce sont des choses de techniciens, eux, ils pourront en discuter. Alors, la dernière sortie du ministre Mataba, comment est-ce que vous la qualifiez? Parce qu'il met quand même la pression sur le sélectionneur national et sur la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'en conférence de presse, le sélectionneur national, il a été clair. L'objectif, ou bien les objectifs assignés sont clairs, une qualification en Coupe du Monde en 2022 et peut-être une qualification au second tour ou peut-être en finale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais lui, il revient, il met un peu la pression peut-être sur le sélectionneur ou bien la fédération. Il dit que le Sénégal, avec une belle équipe, avec un effectif double XL, doit désormais décrocher le trophée continental. Bon, le ministre, lui, je crois que c'est un bon supporter. Un peu comme moi. Moi, je mettrais aussi la pression. Je dirais, il faut gagner la coupe. On a besoin de gagner la coupe. On en a besoin. Mais il faut être sérieux, quoi. Franchement. Il ne faut pas confondre. Vous jugez que cette sortie est maladroite? Ce n'est pas une histoire de maladresse. C'est une histoire de quelqu'un qui parle avec son cœur. Et je vous dis, il n'y a pas longtemps, j'avais sorti un papier où je citais un très grand entraîneur, un préparateur espagnol, Jiménez, qui disait que la plus grosse erreur en sport, c'est de gagner les matchs qu'on n'a pas encore joués. De croire qu'on peut gagner les matchs qu'on n'a pas encore joués. Les matchs, c'est 1-1. Le ministre, moi, j'avoue que, bon, il peut faire une sortie de supporter. Mais en tant que ministre, il aurait pu ne pas dire ce genre de choses. Parce que vous dites qu'il met la pression sur la Fédé et sur le sélectionneur, mais il se met la pression lui aussi. Qui est-ce qui est en charge du sport aujourd'hui? Comment? Qui est-ce qui est en charge du sport? Parce que lui, il dit que l'État a mis tous les moyens. Écoutez, ça aussi, c'est très relatif. Aujourd'hui, faisons en sorte que les garçons soient prêts. Et je crois que dans leur tête, eux, ils sont prêts. Ils veulent gagner quelque chose. Quand on allait gagner la France, on ne peut pas parler de budget. L'équipe de El Hadji Diouf, là, quand elle a gagné la France, qui est-ce qui osait faire la comparaison de budget? Non. D'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit, quand la France a été éliminée, ils ont pris tout leur équipement, ils ont donné aux Sénégalais. Pour vous dire quoi? Que non, ce n'est pas une histoire de moyens aujourd'hui. Non, du tout. Il faut qu'on arrête de parler de ça. Si c'était une histoire de moyens, ils n'ont qu'à mettre les moyens sur les clubs de football ici, pour avoir une identité de football sénégalais. C'est ça que je leur demande. L'État du Sénégal, je leur demande de faire en sorte qu'on ait de grands clubs ici. Et ces grands clubs-là nous aideront à avoir des ossatures et des bases. Mais aujourd'hui, nous avons plus des sélections que des équipes. Et vous prenez une sélection de gens, quel que soit leur niveau. Là aussi, il faut relativiser. C'est pour ça que dans le papier que j'avais fait, j'ai dit on a l'ambition et on a l'objectif. L'ambition, c'est d'aller gagner la CAN. Oui. L'ambition du Cameroun, c'est d'aller gagner la CAN chez elle. Oui. L'Algérie, gagner la CAN deuxième fois. Maroc, gagner la CAN. Tout le monde a l'ambition de gagner la CAN. Même les équipes, les petites là, comme on les appelle, elles ont l'ambition. Mais l'objectif, c'est le prochain match. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si j'étais entraîneur du Sénégal, je vais dire aux gosses, l'objectif, c'est le prochain match. Gagner le prochain match, vous gagnez. À force de gagner les prochains matchs, vous irez en finale. Et vous aurez gagné le prochain match également, sera la finale. Ouais. Et vous partirez. C'est comme ça qu'on raisonne. Le football ou le sport, si on le connaît, on ne doit pas croire que le trophée, c'est une porte ouverte, on va aller le chercher et revenir. On l'a vu avec l'exemple de la France lors de... Mais ce n'est pas la France seulement. Ici, nous, quand on a quitté 2002, qui est-ce qui est venu nous éliminer ici, en Coupe du Monde? C'est le Togo. Ouais. On avait dit, moi je me souviens très bien, à l'époque, je ne sais pas si c'est le ministre, en tout cas un grand dirigeant qui disait, après le quart de finale, la prochaine fois, il dit, l'objectif, c'est les demi-finales de la Coupe du Monde. Il l'avait dit. Mais certains confrères français, quand même, voient le Sénégal déjà en demi-finale de la Coupe du Monde, même si on s'est qualifié. Il faut arrêter de dire certains confrères. Il faut arrêter de dire certains confrères. Prenez les matchs 1-1. 1-1, absolument.
Peut-être la dernière question, on est rattrapé par le temps. J'aurais bien aimé revenir un tout petit peu sur le cas d'Edouard Mendy, de Sadio Mané. Maintenant, on voit quand même un leader technique de cet effectif coaché par Aliou Cissé. Mais avant cela, on va un tout petit peu parler de son contrat. Alors, il y a eu des informations dans la presse, on a parlé qu'il avait des aspirations, ce qui est tout à fait normal, mais malheureusement, ils ont pratiquement reproduit le même contrat. Comment est-ce que lui, en tant que... Parce que vous êtes très proche, comment est-ce que lui, il a acquis tout cela? Parce que c'est vrai qu'il a des aspirations, et même dans la sous-région, il fait partie des sélectionneurs les moins bien payés. Mais il le prend avec philosophie. Vous savez, je crois qu'il faut prendre Aliou Cissé comme un patriote. Parce que quand il est venu, son premier contrat... Mais il est technicien, c'est un travailleur quand même. Ouais, non, son premier contrat, quand il est arrivé, à la suite de Giresse tout seul touchait 13 millions. Ils ont décidé de donner à Aliou Cissé, Régis Bokar et Tony Silva les 13 millions, vous partagez. Il l'a accepté. Pourtant, il aurait pu dire, moi, je viens vous donner à celui-là 13 millions, pourquoi vous ne me donnez pas 13 millions? C'est quelqu'un qui aime le métier qu'il fait et qui aime son pays. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Maintenant, aspirer à avoir plus quand vous avez fait des résultats, je crois que ça, c'est dans la nature humaine. Et il a fait des résultats. Pas seulement sportifs. Je suis persuadé d'une chose. Si vous demandez à Maître Augustin Senghor combien la fédération a reçu d'argent depuis qu'Aliou Cissé est ici, il vous le donnera et vous verrez combien il a fait rentrer d'argent dans cette fédération. Je vous dis bien. Moi, j'en suis à un point où j'ai même une fois dit, je crois, au ministre des Sports, arrêtez de payer Aliou Cissé. La fédération peut payer aujourd'hui Aliou Cissé. Parce que c'est quelquefois, par moments, difficile et même indécent. Et j'en discute souvent. Pour l'État du Sénégal. Que l'État du Sénégal paye un Sénégalais 15 millions. Par moment. On peut se poser ce genre de questions. Si c'est un étranger, ça peut encore passer. Mais la nomenclature de la fonction publique sénégalaise a des difficultés à considérer cela. Et donc le schéma qu'il fallait, c'est de dire on paye l'entraîneur national. Mais pourquoi la fédération ne peut pas prendre en charge la question aujourd'hui les salaires des techniciens de l'équipe, de tous les techniciens? S'ils ont les moyens, ils doivent le faire. S'ils n'ont pas les moyens, c'est à l'État de le faire. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils commencent à avoir les moyens. Parce qu'ils commencent à faire des résultats. Et faire ces moyens-là, ce serait aujourd'hui une possibilité de mettre sur la tête des techniciens une clause de résultat. C'est ce qu'ils ont fait avec les autres sélections. Si vous avancez, on paye. Si vous n'avancez pas, ça ne marche pas. Et pour le cas du sélectionneur national, Aliou Cissé? Oui, c'est ça que je dis. L'État aurait dû dire, moi je prends, je sais pas, 2,5 millions de salaire pour le sélectionneur national. Maintenant, la fédération allait négocier avec lui. Maintenant, si c'est 20 millions, vous pouvez le faire en fonction de ce qu'il fera comme rentrée. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais si on veut prendre un fonctionnaire sénégalais, enfin un fonctionnaire, c'est un contractuel, c'est vrai. Mais si on prend et on le met à un niveau, ça pose des problèmes, effectivement. Et souvent, les Sénégalais ont l'habitude de dire, oui, c'est l'argent du contribuable, c'est ceci, cela. Donc il faut qu'on lui parle, il faut que ceci, cela. Or, le football a beaucoup changé, il a énormément évolué. Ce n'est plus la même chose. Sur ce plan-là, je crois qu'il a accepté, il continue à accepter des choses que peut-être il n'aurait pas acceptées dans un autre pays, mais c'est parce que c'est son pays, il continue à accepter ce genre de choses-là. Même les critiques par moment, bon, il me dit, écoute, moi j'ai l'habitude de ça maintenant, je vais continuer à avancer. C'est ce qu'il vous dit? Oui, il me dit qu'il a l'habitude de ça, et il a compris aussi que, quand, c'est le Wolof qui le dit, quand vous êtes devant, bon, les gens vont crier dessus, ils vont vous crier dessus. Quand vous avez quelque chose sur laquelle tout le monde croit avoir de la légitimité, ils vont vous crier dessus. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Sakho. Nous sommes rattrapés par le temps. On a un tout petit peu même débordé. On s'excuse au niveau de la production. Alors, le dernier mot à l'endroit d'abord des Sénégalais, mais surtout des amoureux du ballon rond, des acteurs du sport. On a vu une très belle initiative avec votre institut, l'Institut Edge. Vous avez organisé la semaine dernière un camp de vacances et vous avez offert, avec aussi l'aide de bienfaiteurs comme le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck du Jaraaf de Dakar, Amara Traoré de la Linguère, le sélectionneur national Aliou Cissé et d'autres bonnes volontés, 20 bourses pour permettre à des sportifs, des basketteurs de pouvoir bénéficier d'une bourse d'études ici même à l'Institut Edge. Oui, vous avez parfaitement raison de rappeler cet acte et cet acte de bienfaisance
qu'ont bien voulu faire ces bienfaiteurs. Je les remercie. Cher Seck, c'est mon président, je suis du Jaraaf. Aliou, c'est mon ami. Ousmane Thiongan, Amara, ce sont d'anciens joueurs, tous capitaines de l'équipe de football du Sénégal, qui ont accepté, à ma demande, de soutenir le basket. Et c'est ça qui est important pour former pas seulement des techniciens de basket, mais des hommes. Et c'est cela le challenge de Edge. Nous ne sommes pas des techniciens du sport, mais nous sommes des techniciens de l'éducation et de l'enseignement. Donc les sportifs, ils peuvent venir chez nous, on va essayer de les aider à avoir des diplômes, à s'organiser pour pouvoir s'insérer dans la vie. Sur ce plan-là, vraiment, merci d'avoir rappelé cela. Je voudrais également dire aux Sénégalais de continuer à garder confiance en leur pays, de continuer à garder confiance en leurs dirigeants, quel que soit. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais la République, elle est une. Il faut continuer à être républicain et à s'unir derrière. Et je vous assure que peut-être on aura bientôt quelque chose. C'est même pas sûr que ce soit avec Aliou Cissé, même si on le verra après. Mais au moins, on est en train de poser des prémices pour avoir un grand pays de sport et non pas un pays de sportifs. On a eu de grands sportifs, mais malheureusement, on n'est pas un grand pays de sport. Les Aladji Diouf, tout ça là, ce sont de grands sportifs. Mais malheureusement, regardez, on ne peut même pas avoir une médaille olympique depuis je ne sais pas combien de temps, depuis El Hadji Diaba. Voilà. Mais ça bruit quelque part. Il y a des choses qui sont en train d'être faites au niveau du comité olympique. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le comité olympique pour le camp de basket qu'on a fait. Ils nous ont été nos partenaires. Ils nous ont beaucoup soutenus, le président de la fédération de basket, Babacar Ndiaye, les techniciens du basket du 3-3, Kos Diao, le technicien Oussou, Viendoy, capitaine de l'équipe de basket, ils nous ont vraiment soutenus et ce sont des gens qui sont formidables, qui croient en leur pays et qui feront tout pour que ce pays avance. Donc si on peut le faire avancer par le sport, pourquoi pas. Mais nous, on n'est pas que sport, malheureusement. Malheureusement pour beaucoup de gens. Ouais. Je fais du droit, je fais de la gestion, je fais de l'économie. De l'économie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, professeur Sakho. Ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous. Grand merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné. Papis Mbaye, Ibou Kouyaté. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir.